Comment arriver à dédollariser l'économie de la République démocratique du Congo? La question est sur toutes les lèvres depuis plusieurs années maintenant, alors que la monnaie nationale, le franc congolais, traverse une mauvaise passe sur les marchés d'échange. Comment y parvenir justement? Nous sommes approchés aujourd'hui des scientifiques, quoi de plus normal que nous approcher d'eux pour avoir des éléments, des réponses quant à cette question. Les dossiers, votre magazine, nous sommes aujourd'hui au campus universitaire de l'UPN, l'Université pédagogique nationale, plus précisément à la faculté des sciences économiques où nous allons avoir justement un entretien avec le professeur Claude Soumata qui est bien entendu le doyen de cette faculté. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir ici dans votre bureau, ici à la faculté des sciences économiques de l'UPN. Alors, pour commencer, je tiens quand même à dire que vous êtes professeur d'université, vous avez beaucoup écrit. C'est notamment ce livre que j'ai dans mes mains, Les migrants et l'investissement en Afrique, un livre que vous avez écrit. On a également l'économie parallèle de la RDC, taux d'échange et dynamique de l'hyperinflation au Congo. D'abord, la question des taux d'échange va nous intéresser particulièrement dans cette émission. Et enfin, ce livre très intéressant, la gestion macroéconomique de la République démocratique du Congo durant et après la transition démocratique. Je tiens à rappeler quand même ici que ce n'est pas cette liste, elle n'est pas exhaustive. Vous avez beaucoup écrit d'autres livres également. Alors, la toute première question, avant d'aller un peu plus loin dans notre entretien, qu'est-ce que ça vous fait d'écrire ces livres et quel objectif vous poursuivez derrière? Ben, ça rentre dans le cadre de mes activités. Je suis enseignant, je suis professeur, mais bon, en tant qu'universitaire, il y a aussi une mission liée à la recherche. Tout à fait. La recherche aussi est importante pour nourrir l'enseignement et aussi pour avoir un regard sur la société et essayer tant soit peu d'apporter des solutions par rapport aux maux ou aux problèmes qui rongent la société de manière générale. De manière générale, on se dit que les professeurs qui écrivent poursuivent derrière, en premier lieu, un intérêt économique lorsqu'ils écrivent des livres. C'est pour vendre cela aux étudiants? Est-ce que c'est cela? Non, pas du tout. Ben, la recherche fait partie de mes activités quotidiennes, si je puis dire. Donc, c'est par rapport surtout aux problèmes qui se posent au niveau de la société, si vous permettez un peu la tautologie. Et effectivement, parce que il y a des problèmes récurrents. Et en tant que scientifique, on doit avoir un regard, on doit pouvoir contribuer à l'évolution de la société de manière positive. Parce que, en tant que scientifique, on a quand même un rôle à jouer dans la société. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs aujourd'hui. Alors, notre émission porte aujourd'hui sur la problématique de la dédollarisation de l'économie de la République démocratique du Congo. Avant d'aller un peu plus loin, quelles sont, selon vous, professeur, les causes de cette, ce que je peux qualifier d'hyper-dollarisation de l'économie de la RDC? En fait, c'est un problème qui s'est posé depuis des décennies aujourd'hui. Et c'est parti essentiellement de la décennie 90, où il y avait une transition politique chaotique, les deux ordres sur le plan politique. Lorsque vous parlez des transitions politiques, c'est la transition des 97? Spécialement, au début de pas 97, 94 déjà, avec les régimes de Mobutu, effectivement. Mais il y a eu des soubresauts. Et effectivement, en 97, il y a eu effectivement un changement de régime. Mais c'est tout un processus, toute une dynamique qui s'est mise en place progressivement sur le plan politique, où on était dans un système, on va dire, monolithique sur le plan politique. Et il y a eu pluralisme, démocratisation, pluralisme politique, et ça s'est opéré un peu dans le désordre. C'est un peu ça. Et cette transition a eu des effets sur le plan économique. Et en fait, ça en est suivi aussi, on va dire, le marasme sur le plan économique avec l'hyperinflation qui s'est installée dans les années 90. L'inflation qui était de l'ordre de 10 000% en 94, par exemple.
Donc, il y a eu hyper récession, n'est-ce pas? La croissance négative qui s'est étalée sur la décennie. Et il y a eu aussi hyper dépréciation de la monnaie congolaise. Alors, ces mots ont rongé, en fait, la valeur de la monnaie congolaise. Par ailleurs, il y a eu dollarisation de l'économie congolaise, puisque la monnaie nationale n'arrivait plus à jouer ses fonctions essentielles. Et par conséquent, il y a eu un enracinement, si on peut dire, de la dollarisation de l'économie congolaise. Et aujourd'hui, il y a des étapes successives dans le processus. Et c'est un on va dire un processus qui est un peu récurrent, un phénomène qui est récurrent aujourd'hui. Il y a des soubresauts de temps en temps, n'est-ce pas? Alors, vous parlez de l'hyperinflation, on était arrivé jusqu'à 1000% vers les années... Voire 10 000%. Voire 10 000% vers les années 94. Alors, il y avait eu une grande décision qui avait été quand même prise, notamment avec la transition des 97, lorsqu'on a décidé simplement de mettre de côté la monnaie zaïroise pour migrer vers les francs congolais. Vous pensez que cette décision-là était aussi non salutaire à l'économie de la RDC? Non, non, la décision elle était salutaire parce qu'évidemment les signes monétaires n'avaient joué plus leur fonction, donc il fallait des réformes, n'est-ce pas, sur le plan monétaire. Mais c'est la suite qui n'a pas été effectivement à la hauteur des espérances, parce que bon, la monnaie devrait, n'est-ce pas, être soutenue, si je puis dire, par une politique monétaire qui soit cohérente, qui puisse assurer à terme le renforcement des capacités de captation des banques commerciales, par exemple. Le système financier formel devrait jouer son rôle. Or, il y a eu, on va dire, une sorte de dualisme financier qui s'est poursuivi parce que le taux de bancarisation est resté faible. Et ce qu'on a vu, la masse monétaire a continué, et sur le plan de la masse monétaire, on va dire la monnaie fiduciaire, a consisté, n'est-ce pas, a pu jouer un rôle majeur dans la mesure où les agents économiques espèrent en fait faire leurs transactions, dans la plupart des cas, en espèces. Donc, ce dualisme financier a pu se poursuivre, c'est-à-dire le système formel n'a pas pu mobiliser les ressources importantes. Et de ce point de vue, les agents économiques ont développé des réflexes de survie pour pouvoir faire face aux instabilités qui se sont poursuivies sur le plan monétaire en l'occurrence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les agents économiques pensent que le dollar, c'est la monnaie refuge, tout simplement. Voilà. Oui, oui, c'est de ce point de vue, lorsque la monnaie nationale n'arrive plus à jouer ses attributs classiques, bon, évidemment, les réflexes des agents économiques, c'est de se rattacher ou de s'arrimer, d'être aux valeurs refuges. Et le dollar constitue un moyen commode, justement, de pouvoir, n'est-ce pas, jouir des attributs qui sont plus exercés par la monnaie nationale. De ce point de vue, les agents économiques essaient de se rattacher à une monnaie étrangère qui va maintenant jouer le rôle que devrait jouer la monnaie nationale. D'où est parti justement, parce que vous dites que la monnaie n'arrivait plus à jouer son rôle. Quelles en sont les causes profondes? Parce qu'on sait qu'en 97, le franc congolais arrive, il y avait déjà un taux qui était quand même assez très très bien pour l'économie du pays. Comment en sommes-nous arrivés à ce que nous vivons aujourd'hui, avec une monnaie qui se dévalue de plus en plus? Comment en sommes-nous arrivés là? Bon, il y a eu des mesures qui étaient opérées aussi, qui se sont mises en place. Les mesures adoptées, de ce point de vue, n'ont pas permis de relancer l'économie de manière substantielle, de façon, par exemple, à pouvoir diversifier l'économie congolaise, qu'on puisse ne pas être toujours dépendante de l'exploitation minière, par exemple, de ce qu'on appelle les industries extractives. Donc, de ce point de vue, on n'a pas pu mobiliser des ressources importantes en termes de réserves d'échange. Alors, face à une économie dollarisée, la demande des devises aussi est importante. Et face à une offre qui s'amenuise au fur et à mesure sur le marché. Donc, il y a eu un déséquilibre profond. Et effectivement, c'est la situation qu'on observe aujourd'hui. On n'arrive pas à mobiliser des réserves d'échange en quantité suffisante. C'est un peu ça le problème, si on peut dire. Donc aujourd'hui, c'est un problème de réserve d'échange.
quand on sait que nous en sommes à près des 5 milliards aujourd'hui, nous sommes à 4 et quelques millions, 4 milliards et quelques millions des réserves d'échange aujourd'hui, c'est insignifiant, insuffisant? C'est insuffisant par rapport aux besoins de l'économie. L'économie a des besoins qui sont immense, si on peut dire, hein, n'est-ce pas, si on peut dire. Parce que, évidemment, l'économie est dollarisée, les demandes des agents économiques et les réflexes même se font par rapport aux devises, pas par rapport à la monnaie nationale. Alors, de ce point de vue, la demande est importante au niveau des banques commerciales, mais au niveau de, on va dire, de l'économie informelle aussi, et voire des échanges parallèles. Donc, de ce point de vue, des ressources énormes circulent déjà en devises au niveau des instances parallèles. Et ça échappe à l'autorité monétaire, et toutes ces transactions, n'est-ce pas? Et les agents économiques ont une demande qui est de plus en plus importante pour leurs transactions courantes. Ça peut être pour leurs échanges, n'est-ce pas, quotidiens. Et ça amplifie des réflexes, justement, des thésaurisations qui se maintiennent aussi, parce que, effectivement, les systèmes officiels n'arrivent pas, justement, à leur fournir, si on peut dire, les ressources suffisantes. Et les réflexes aussi par rapport, n'est-ce pas, à la thésaurisation, ça renvoie aussi, n'est-ce pas, à la fonction des réserves des valeurs. Hein. Leur épargne s'est fait, effectivement, en devise aussi. Tout à fait. De même, les réflexes liés aux échanges courants renvoient aussi à la monnaie servant d'unité de compte, hein, n'est-ce pas? Donc, tous ces mécanismes mis en place par rapport à une économie qui n'a pas su capter les ressources énormes qui circulent en dehors des instances officielles fait que, évidemment, l'offre des devises sur le plan officiel, au niveau de la sphère officielle, n'est pas importante hein, par rapport aux besoins justement de l'économie. C'est ça la réalité. C'est créé toujours un déséquilibre sur le marché d'échange et que c'est fait au détriment justement de la monnaie nationale qui perd sa valeur par rapport au dollar. Donc il y a des dépréciation systématique de la monnaie nationale au niveau du marché d'échange. La monnaie nationale qui est donc délaissée. J'en viens maintenant à cette question. Après avoir tracé tous ces tableaux, comment faire pour dédollariser l'économie de la République démocratique du Congo ou carrément franciser cette économie, si je peux le dire ainsi? Ok. Non, pour dédollariser, évidemment, il faudra d'abord savoir que c'est un phénomène qui va s'opérer à moyen voire à long terme. Ça ne peut pas se décréter du jour au lendemain. C'est les agents économiques n'ont pas confiance en la monnaie nationale. Donc, il faudra restaurer la confiance. On parle de la construction sociale de la confiance. Et ça passe par des mesures qui peuvent être prises à court terme, à moyen et à long terme. De ce point de vue, l'idée c'est quoi? C'est de revitaliser les systèmes monétaires ou les systèmes financiers de telle sorte que qu'il arrive en fait à capter les ressources importantes qui circulent en dehors des instances officielles. Donc il y a un effort justement d'avoir des taux d'intérêt qui soient par exemple attractifs, n'est-ce pas, qui permettent une mobilisation accrue des ressources. Ça renvoie aussi à la stabilisation macroéconomique pour juguler l'inflation, n'est-ce pas, et permettre à ce qu'il y ait cohérence des prix relatifs sur les marchés. Donc, la restauration de la confiance, c'est une étape, c'est un processus de longue haleine. Mais ça renvoie en fait à long terme à la diversification de l'économie congolaise, à la réduction aussi des importations, parce que ces mécanismes supposent qu'on puisse, par exemple, produire davantage le produit fini, et qu'on puisse assurer la promotion de l'agriculture, qu'on réduise un peu les importations des produits alimentaires, par exemple. Et tous ces phénomènes vont faire que on pourra avoir une marge de manœuvre un peu plus importante et ça va nous permettre justement de mobiliser davantage des devises, des réserves d'échange et partant de là, il y aura appréciation de la monnaie nationale, n'est-ce pas? Mais les mesures à court terme peuvent être effectivement les paiements des impôts en monnaie nationale, n'est-ce pas? Et ça aussi, évidemment, la fixation des prix, on va dire, en monnaie nationale. C'est des mesures qui peuvent être prises à court terme, mais l'essentiel n'est pas dans
ces mécanismes. L'essentiel, c'est de pouvoir inverser la tendance, c'est-à-dire qu'on ait plus de devises sur le marché de change de façon à assurer l'appréciation de la monnaie congolaise. Et donc, qu'on puisse produire pour le marché interne, n'est-ce pas? Et on réduise un peu le poids des importations, en l'occurrence des produits finis et des produits agricoles. Et des produits agricoles notamment, vous avez épinglé quelque chose d'important pour arriver à revaloriser notre monnaie, c'est notamment, entre autres, le paiement des impôts en francs congolais, ce que le gouvernement a obligé il y a quelques semaines maintenant. Vous pensez que si les dirigeants du pays poursuivent sur cette lancée-là, on peut s'attendre à des choses, à des résultats positifs? Ben, on va y aller progressivement, hein, mais le problème, c'est qu'il y a aussi un besoin de devises qui est en fait latent, n'est-ce pas? Donc, on peut aller dans ce sens, mais d'un autre côté, on peut aussi vouloir récupérer des devises pour alimenter l'offre des devises. Tout à fait. Donc, en fait, ce qui a été fait d'ailleurs par le gouvernement qui a injecté 150 millions sur les marchés, ce qui a contribué quand même aux francs congolais de retrouver un tout petit peu d'essouffle. Ce sont des mesures qu'on peut prendre à court terme, enfin, on va dire à court terme, à moyen, à long terme, mais ce sont des mesures récurrentes qu'on doit prendre progressivement parce que c'est les déséquilibres sur le marché de change qui est à la base justement de la dépréciation de la monnaie. Alors des mesures ponctuelles qu'on peut prendre dans ce sens peuvent arriver à arrêter le processus à court terme, mais ça va repartir de plus belle par la suite. Parce qu'on est dans un système d'échange flottant ou flexible. Alors, le gouvernement intervient de temps en temps pour maintenir la valeur de la monnaie nationale par rapport aux devises, stabiliser en fait la monnaie nationale. Mais c'est pas un réflexe ou une politique qui doit être, n'est-ce pas, mise en place de manière permanente, comme c'est le cas dans un système d'échange fixe, Tout à fait. où l'État est obligé à chaque fois d'intervenir. Donc, on est un peu limité par les ressources, notamment, parce qu'en fait, on est aussi une économie extravertie. Tout à fait. Qui dépend de la conjoncture internationale, par exemple. Et l'inflation qui peut être aussi importée peut éroder aussi, n'est-ce pas, la valeur de la monnaie nationale. Donc, de ce point de vue, on doit mettre en place des mécanismes à court, moyen et long terme pour arrêter le processus, tout en sachant que c'est un mécanisme qui prend du temps. On parle même par rapport à ces phénomènes, l'effet hystérèse. Le fait que les conditions qui ont prévalu à la déstructuration de la situation peuvent, n'est-ce pas, être maîtrisées, alors que la mémoire collective reste dans un état qui pérennise en fait le processus. Tout à fait. Et ça, c'est effectivement la restauration de la confiance qui va effectivement être à la base de l'inversion de la tendance. Parce qu'il y a un effet hystérèse, mais au-delà, on parle aussi de phénomène de persistance du phénomène. Donc, là, même si les causes à la base justement du processus ne sont plus démises, mais les agents raisonnent toujours d'une certaine manière. Donc, la dollarisation, en fait, c'est un processus qui doit se mettre en place par rapport au moyen terme. Et il faut compter des fois des décennies pour arriver à juguler ces phénomènes. Ça veut dire que la tâche s'annonce quand même assez difficile et titanesque pour les autorités du pays. Vous avez dit qu'il faut passer à la fois par la diversification de l'économie, restaurer la confiance dans la monnaie. C'est quand même assez beaucoup de choses à la fois. Oui, mais ça dépend en fait des options qu'on peut prendre, évidemment. Si l'on se met à investir davantage dans les secteurs porteurs de l'économie, et si on se met à industrialiser l'économie, n'est-ce pas, et qu'on finance l'agriculture, par exemple, la promotion de l'agriculture, on le dit depuis des années, mais bon, on n'y accorde pas assez d'importance. Donc, d'abord, les ressources qui sont allouées aux importations pourraient servir à autre chose. Donc, on va réduire le poids, justement, des importations des produits agricoles. Alors, donc, là, ce sont des phénomènes qui peuvent assurer, on va dire, l'augmentation de l'offre des devises sur les marchés d'échange. OK?
lorsqu'on procède à l'industrialisation de l'économie. Les ressources qui sont allouées, par exemple, aux importations de produits finis peuvent servir aux autres dépenses étatiques. Donc, c'est un cercle vertueux de la croissance. En fait, c'est le fait d'avoir une croissance qui soit, on va dire, résiliente, n'est-ce pas, inclusive et durable. Donc, ça, c'est des options qu'on peut prendre qui peuvent aller dans le sens de l'amélioration, n'est-ce pas, de la situation économique de manière générale. Professeur, si on doit dégager aujourd'hui les conséquences de la dollarisation d'une économie, ça serait quoi? Ben, les conséquences, on voit bien qu'il y a d'abord l'inflation. Donc, l'inflation parce que la dépréciation de la monnaie nationale face à une économie extravertie, n'est-ce pas, entretient l'inflation, n'est-ce pas? On est dans un cercle, n'est-ce pas, vicieux. Et ça permet aussi, avec une inflation qui peut être virulente, on l'a vu dans la décennie 90, voire galopante, on a effectivement une perte du pouvoir d'achat des agents économiques. Et ça amène l'incertitude sur les marchés aussi. Donc, l'économie a horreur de l'incertitude. Absolument. Donc, tous ces phénomènes, ça décourage l'entrepreneuriat, ça peut décourager les investissements directs étrangers. Donc, d'où la nécessité de dédollariser. Mais, en fait, les mécanismes doivent être mis en place. Les structures doivent être mises en place. Ben, la stabilisation macroéconomique constitue une piste de sortie dans un premier temps, n'est-ce pas, pour que les réformes à établir permettent en fait la revitalisation du système monétaire, n'est-ce pas, que la confiance puisse être de retour, puisque que la politique monétaire puisse jouer son rôle au-delà de la lutte contre l'inflation, n'est-ce pas, il faudra que ça permette aussi la mise en place des conditions favorables à une croissance qui soit durable, comme je l'ai dit, inclusive et aussi, n'est-ce pas, une politique qui arrive à procéder au nivellement vers le haut de la société par rapport à la lutte contre ce qu'on appelle la tension salariale, n'est-ce pas, parce que la dollarisation et l'inflation pénalisent surtout les bas revenus, les plus démunis. Donc, comment en fait faire de sorte que la croissance qui peut être, n'est-ce pas, déclenchée, puisse bénéficier à tout ça. Donc ça, ce sont des phénomènes qu'on doit analyser, n'est-ce pas, à bras le corps, et mettre en place des processus qui permettent ce qu'on appelle le ruissellement de la croissance, qui permettent à toute la société d'en bénéficier. Donc, les liens entre la sphère monétaire et la sphère réelle doivent être établis et mettre en place des passerelles qui assurent les financements des activités dans des bonnes conditions, n'est-ce pas? Et lutter contre les instabilités sur le plan de change, instabilité sur le plan des prix, et faire de sorte que l'économie puisse trouver un certain carcan qui permette la promotion de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et justement, professeur, revenons maintenant à la monnaie nationale, le franc congolais. Si on revient juste 10 ans en arrière, on va se rappeler notamment la période entre 2012 et 2016, il y avait une certaine stabilité de la monnaie nationale. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, on a connu une dévaluation assez importante de notre monnaie. Quelles peuvent en être les causes? Pourquoi la monnaie peut sortir d'une stabilité assez relativement longue pour se dévaluer en aussi peu de temps de cette manière? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? En fait, la dépréciation de la monnaie congolaise, elle est faite du marché, comme j'ai dit, par rapport à l'offre et à la demande des devises. Mais en fait, on est dans une économie qui est extravertie, vulnérable aux chocs. Les chocs qui peuvent être exogènes, bon, on va parler de la guerre ou de la récurrence des guerres à l'est de la RDC, par exemple. On peut parler aussi des chocs qui peuvent être, on va dire, non, les chocs qui peuvent être, on va dire,
qui peuvent provenir aussi de l'extérieur. Hein, quand des chocs sont, on va dire, endogènes, de l'intérieur, on va dire, voilà, les guerres, c'est lié effectivement à l'environnement interne, mais les chocs peuvent être aussi exogènes. Comme la guerre en Ukraine. En Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, et la crise financière de 2007-2008, tous ces éléments influent sur les économies. Et les économies comme la nôtre, n'est-ce pas, où l'économie de la RDC s'est insérée de manière récessive au niveau du marché international. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour renforcer les assises de l'économie? Eh bien, il faudra effectivement que l'économie puisse être compétitive. Tout à fait. Compétitive. Pour être compétitif, il faut exporter. Il faut effectivement et produire assez. Diversifier l'économie, hein, n'est-ce pas, limiter le poids des importations, notamment des produits agricoles. Qu'est-ce qui explique que maintenant, en l'espace de quelques années, les francs puissent chuter aussi de manière brutale? Bon, il y a plusieurs phénomènes. Il y a évidemment aussi, quelquefois, ce qu'on appelle les financements monétaires du déficit budgétaire. Hein. Lorsqu'on utilise ce qu'on appelle la planche à billets, n'est-ce pas, ça renforce, n'est-ce pas, l'offre de monnaie et par rapport au déséquilibre entre l'offre et la demande de la monnaie, ça pose des problèmes de dépréciation de la monnaie sur le plan du marché d'échange. Hein. Il y a aussi le fait que l'économie, bien on l'a souligné tout à l'heure, l'économie extravertie, mais il y a le fait aussi que dans l'économie congolaise, le poids des dépenses récurrentes des fonctionnements est élevé. Donc l'investissement en soi n'est pas financé, n'est-ce pas, par rapport aux besoins réels de l'économie. Donc, le taux d'investissement est faible, n'est-ce pas? Ce qui fait que, n'est-ce pas, ce sont surtout des dépenses de fonctionnement, n'est-ce pas, qui occupent une part considérable par rapport aux dépenses étatiques. Et ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Parce qu'il faut créer plus de richesses, il faut produire davantage, il faut financer le secteur porteur. Et ce sont les entreprises qui portent la croissance, normalement, et les secteurs privés en l'occurrence. Parce que la croissance est rapportée par les secteurs privés. La richesse créée par les entreprises va faire de sorte qu'on va avoir une croissance qui sera redistribuée. Et surtout, si toutes les couches sociales de la population participent à cette croissance. Or, en réalité, aujourd'hui, lorsqu'on considère ce qu'on appelle les industries extractives, ce sont des multinationales, hein, et ce sont des entreprises. Toutes ou presque. Ah oui, qui sont effectivement en action au niveau du secteur. Et sans compter que les ressources peuvent être rapatriées au niveau des entreprises mères, n'est-ce pas? Ce sont des filiales qui sont ici et de ce point de vue, on n'en bénéficie pas davantage, hein. C'est en fait une croissance, ce qu'on appelle à haute intensité capitalistique, hein, poussée par des équipements qui emploient peut-être moins de main-d'œuvre. Et ce qui fait que le ruissellement de la croissance ne se fait pas dans de bonnes conditions. Est-ce que la solution passerait aussi par le fait que toutes ces entreprises extractives que nous avons dans le pays, lorsqu'elles exportent leurs produits, qu'elles commencent en quelque sorte à rapatrier ces devises au pays? La solution peut passer par là? Ben, ça, c'est important, mais il y a aussi une régulation, des règles dans ce sens, mais on ne les applique pas. Hein, donc, il faut les obliger, hein, à rapatrier une part de leurs profits. Donc, c'est aussi une faiblesse des institutions, n'est-ce pas, avec les règles qui peuvent exister, mais qui ne sont pas appliquées. Tout à fait. Donc, l'État aussi devra jouer son rôle de manière à pousser toutes ces entreprises à rapatrier les capitaux. Ça peut alimenter aussi, ça peut permettre une mobilisation accrue des devises au niveau des instances financières officielles. Et c'est très important. Nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission, professeur. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques ici à l'Université pédagogique nationale. Vous êtes professeur d'université et sur cette casquette-là, on sait que
vous êtes assez important dans la société. Alors, si aujourd'hui, nous vous demandons de faire des propositions aux dirigeants du pays pour pouvoir arriver à dédollariser de manière vraiment effective l'économie de la RDC, ce serait quoi vos propositions? Non, je ne veux pas m'insurger en donneur des leçons. Mais non, pas du tout, mais des propositions, tout simplement. Non, les propositions, je pense que les mesures classiques existent, n'est-ce pas? Ce qu'il faudra, c'est revitaliser, n'est-ce pas, les systèmes formels, les systèmes financiers formels, de telle sorte que les systèmes puissent attirer le plus des ressources. Et on dira aussi que les mesures coercitives, n'est-ce pas, visant à dédollariser ne marche pas parce qu'il faut restaurer la confiance. Donc, il faudra étaler les mesures à court, moyen et long terme. Lorsqu'on joue sur les réserves obligatoires, sur le taux directeur de la Banque centrale qui est passé des 11 à 25. Oui, de 9 même, de 9 voilà. à 25%. Voilà. Donc, et les coefficients des réserves obligatoires qui passent de 0 à 10%, c'est bien beau. Mais le problème, c'est que il y a ce qu'on appelle une exclusion financière qui est énorme en RDC, n'est-ce pas? Et l'économie étant dollarisée, la masse monétaire est souvent en devise. Une part importante de la masse monétaire est en devise. Les mesures qu'on peut prendre concernent une part infime d'argent, n'est-ce pas? Et ça réduit un peu l'efficacité de la politique monétaire. Donc, je pense qu'il faudra prendre le problème à bras le corps et essayer de prendre des mesures sur le plan monétaire, mais aussi des mesures sur le plan de la gestion budgétaire, par exemple, qui doit être un peu plus restrictive, si on peut dire, et prendre des décisions peut-être à court, moyen et long terme qui visent à diversifier l'économie, qui visent aussi à promouvoir l'agriculture, l'entrepreneuriat, et ce point de vue, je pense que la marge de manœuvre de l'État va s'élargir et permettre une mobilisation accrue des ressources, des devises en l'occurrence. C'est un peu ça, c'est qu'on peut dire de ce point de vue. Et on espère que c'est arrivé dans les bonnes oreilles. Merci beaucoup, professeur Claude Soumata, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous avons eu donc l'entretien avec le professeur Claude Soumata. Il est doyen de la faculté des sciences économiques ici à l'Université pédagogique nationale où nous avons d'ailleurs tourné cette émission. Merci une fois de plus à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement sur votre télévision. Au revoir. Au revoir.